toute la période qui marque cette transition, en fait, si j'ose dire, de l'abstraction à l'art contemporain, est une période sur laquelle nous n'avons pas encore constitué des repères essentiels. Or, me semble-t-il, pour tout ce qui est achrome, c'est-à-dire pour ce qui est peinture à la fois monochrome et qui va vers le monochrome, Claude Bellegarde est un artiste important. J'ai jamais cherché à faire du monochrome. J'ai cherché à donner une lumière. Et la lumière est composite. Et j'avais à ma disposition 3 blancs. Un blanc d'argent, un blanc de titane et un blanc de zinc. J'ai donc joué avec ces 3 blancs pour essayer d'obtenir une lumière qui soit à la fois diffuse et réfractante. Quand on regarde bien, effectivement, une toile de Claude Bellegarde, et il a raison de le dire, ce n'est pas une toile monochrome. Ce n'est pas une toile monochrome, c'est-à-dire qu'il y a des nuances très très importantes entre les différentes couleurs de blanc, si j'ose dire, puisqu'il y a une utilisation de différents matériaux. D'abord, j'avais cette toile peinte comme elle est dans le commerce, mécaniquement blanc. Alors j'ai voulu préserver certains aspects de cette toile brute, blanche, et travailler des successions de superpositions de blancs qui étaient quelques-uns légèrement bleutés, quelques-uns légèrement rosés, et recouverts peu à peu, ce qui donnait une densité particulière, en laissant des accros de cette toile qui permettaient donc d'avoir un espace autre que l'espace matière, un espace diffus. Ça, c'était pour la technique. Pour ce qui est de l'esprit de cette époque, c'était aussi un peu diffus, puisque donc cette maladie que j'avais subie m'avait conduit aux confins de la vie. Je ne pensais pas m'en sortir d'ailleurs. Et c'est la peinture qui, en fait, me servit de thérapie, qui faisait qu'en sorte, je reprenais le chemin de la vie et le chemin de la lumière. Donc, par la peinture, je retrouvais la lumière, je retrouvais l'espace, et puis une démarche qui faisait que la démarche, c'était le goût de vivre. L'achrome chez Claude Bellegarde ne résulte pas d'une décision, si j'ose dire, conceptuelle, mais d'une évolution de l'artiste à partir de l'abstraction, à partir de la lumière, à partir de l'espace. Et cette évolution-là qui est intéressante, parce qu'on imagine souvent le monochrome ou tout ce qui s'approche du monochrome comme une œuvre purement conceptuelle, ce qui n'est pas forcément le cas chez les artistes. Donc avec Claude Bellegarde, on a choisi ensemble 2 tableaux qui nous semblaient importants pour montrer cette évolution de l'art, de l'abstraction gestuelle, puisque Claude Bellegarde a quand même pratiqué l'abstraction gestuelle, à un art beaucoup plus, si j'ose dire, intériorisé, qui est la période des achromes pour lui, c'est les années 53-57. C'est le moment où il est en contact avec Pierre Restany. Pierre Restany repère son travail, il s'intéresse à ces artistes qui sont postérieurs, si j'ose dire, à l'informel de Michel Tapier. Il s'intéresse aux artistes qui ont des préoccupations cosmiques, entre guillemets, qui ont l'idée de la représentation de l'univers à travers le contact sensible de l'artiste, du moi intérieur de l'artiste avec les espaces infinis.
Et ce contact sensible du moins intérieur de l'artiste avec les espaces infinis est vraiment ce qui caractérise Claude Bellegarde. Le public ne réagit pas au tableau de façon aussi brutale qu'on peut l'imaginer. Il y a des vrais amateurs qui connaissent les artistes et qui se disent « tiens, le Claude Bellegarde est accroché à côté d'un abstrait ou à côté de Kandinsky ou à côté d'autres artistes ». Et donc on n'a pas un seul public, on a toutes sortes de publics très différents. Et je crois que l'intérêt d'un tableau de Bellegarde dans l'accrochage, c'est qu'il apprend à regarder, il permet de regarder le monochrome qui n'est pas un monochrome. Et ça, c'est fondamental. À ton contact, j'ai vu s'élaborer une pensée dans l'action picturale. C'était pour moi quelque chose d'extrêmement intéressant, de formatif et de nouveau. J'ai cru y voir un grand moment finalement de la peinture en soi. Je m'aperçois avec le recul du temps quelle était la force de cette idée de la couleur. Ce qui était capital pour moi, c'était cette cohérence énorme que tu avais et cette espèce de foi qui a fait de toi, je pense, un des éléments capitaux de ce groupe que j'avais voulu former sous le titre Espace imaginaire. Et je pense que la couleur, disons, des cabines, elle reste des moments importants dans toute l'histoire des idées sur l'art dans la prière. Tu es sans doute l'un des derniers coloristes, si on peut dire, mais dans le sens véritablement presque philosophique du mot et de l'expression. La couleur vécue, c'est ça, c'est ce regard qui passe d'étape en étape, de phase en phase, comme ça, et qui malgré tout reste le regard, qui a vu, qui a absorbé. C'est ça vraiment qui m'a donné cette idée de faire entrer l'homme dans l'œuvre. En peignant, j'ai toujours eu ce souci, c'est un souci de résonance de la couleur, de vibration, et je faisais bien attention à ce qu'il y ait cette dualité des couleurs qui se renvoient l'une à l'autre, qui se soutiennent ou se repoussent,
mais donc dans un langage qui les lie. Je suis très sensible aux sonorités et cette relation entre la visualité et la sonorité m'a toujours interpellé. Et je pense que la façon dont on regarde, c'est aussi la façon dont on a écouté. Et de toute façon, on n'a pas un regard neutre, c'est un regard culturel qui s'est formé peu à peu. Dans l'instant, on peut écouter les vibrations, donc des vibrations lumineuses bien entendu. Et c'est ce qui me semblait intéressant à transcrire dans la peinture. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, donc dans plusieurs périodes. Quand on regarde le monde, on croit, ou on veut croire que le monde a toujours été comme ça et vu comme nous le voyons. Où est la vérité? Est-ce que le monde est gris? Est-ce qu'il est noir ou blanc? Est-ce qu'il est coloré? Eh bien, on ne peut pas vraiment décider, c'est la nature qui décide pour nous.